Aquila Rebelle. Portrait sensible. Un podcast réalisé par Fabien Eck. Quand je rencontre Nicolas Comment à la table du café Le Lutetia, je pense à cette phrase de l'écrivain Yannick Hanel dans Évoluer parmi les avalanches. Il me semble qu'on n'avait encore rien fait avec la vie. Ce qu'on appelle vivre, me disais-je, est employé à des besognes sans éclat. Pour qu'une vie ait vraiment lieu, il faut qu'elle se soulève, que chacune des sensations qui la nourrit conteste l'emploi qu'on fait d'elle, que le langage qui l'accompagne ne se satisfasse pas des formes qu'on lui donne, mais qu'il invente son propre élargissement. Vivre appelle des puissances inouïes, qui révèlent à chaque instant son luxe et la liberté d'aimer sans frein. Quand on rencontre Nicolas Comment, il a un petit air de Ian McCulloch, le chanteur de Echo and the Bunnymen. Mieux encore, il semble sortir d'un film d'Éric Rohmer. Plus précisément, de prolonger le personnage interprété par Melville Poupeau, Gaspard dans Contes d'été. Nonchalant, décalé, émotif, sensible, toujours dans la valse hésitation. Sa tangue, sa chavire, sa dérive, son phrasé est pourtant précis, étiré, parfois étouffé, mais doux. Il est ici, il est ailleurs, et aujourd'hui il est avec nous pour évoquer l'exposition Blue Movie. Aquila Rebelle vous dit bonjour ou bonsoir et vous accueille avec la chanson Camille de Nicolas Comment, extrait de son dernier album Rose Planète, qui est un clin d'œil à Camille Renoir dans Le Mépris de Jean-Luc Godard, joué par Brigitte Bardot. Et nous vous souhaitons la bienvenue. Jamais je n'oublierai Camille. Et comment faire comme si Camille, le mot que tu m'as dit ici, en aparté dans l'escalier de la casa Malaparté. J'étais épris de toi, Camille, et personne ne m'a jamais fait autant d'effets que ça, Camille, ni de mal à part toi, Camille. Dans la casa Malaparté. Mon Dieu, qu'est-ce qui t'a pris, Camille? Pourquoi tant de mépris, Camille? Tant d'âpreté et d'artifice, de cynisme et de cinéma, et tous ces capricats, capris. Quel mal appris je fus, Camille, lorsque cette furie te prit, en te priant ainsi, Camille, mal apprêtée sur le parvis de la casa Malaparté. Ta moue boudeuse, ma mine défaite, dedans la ville a des mystères. Je pris conscience de ma défaite, tu n'eus pas de mal à partir de la casa Malaparté. Mon Dieu, qu'est-ce qui t'a pris, Camille? Pourquoi tant de mépris, Camille? Tant d'artifice et d'âpreté, de cynisme et de cinéma, et tous ces capricats, capris. Instrumental. Folioso, la mine défaite, dedans la villa de Cosio. Je pris conscience de ma défaite, tu n'eus aucun mal à partir de la casa Malaparté. C'est toi qui en paya le prix, car c'est de Capri que j'appris ta mort, Camille, accidentelle, dans l'escalier qui monte au ciel de la casa
Alors, je suis actuellement à Paris, à côté de Nicolas Comment, dont je viens voir l'exposition à la galerie Polka, une exposition qui s'appelle Blue Movie. Tout à fait. Alors Nicolas, est-ce que tu peux nous raconter la genèse de ce projet ? Ouais, je peux déjà peut-être commencer par te dire pourquoi la série s'appelle Blue Movie. En fait, c'est un film jamais tourné qui a été écrit, adapté en scénario par Terry Southern, qui était un ami d'un membre secret de la Beat Generation qui s'appelait Mason Offenberg. Et j'ai rencontré la fille de Mason Offenberg dans une petite maison sur la baie des Canubiers qui appartient à un ami. Et j'écrivais le Dylan à l'époque. On a sympathisé. Dans le Dylan, je parlais de Mason Offenberg. Et je ne sais plus pourquoi, on a parlé de Terry Southern parce qu'il avait été le scénariste de Barbarella. Et comme j'étais un peu dans les réminiscences de Vadim, j'ai photographié sa chambre à la Ponge, des choses comme ça. Je sais pas, ça a été un lien et je me suis dit, tiens, cette série, c'est peut-être ça, chercher un titre, une absence de film. Et Blue Movie devait être un film érotique, le premier film érotique, voire X, tourné pour Hollywood par Kubrick. Évidemment, la censure l'a empêché, peut-être heureusement d'ailleurs, mais en tout cas, c'est resté un film à l'état de projet. Et je cherchais autour du bleu, l'idée du blue comme ça, dans la mesure où c'est Christophe, le chanteur Christophe, qui m'avait, en 2014, donc ça remonte à 10 ans, invité sur son voilier. Il avait un petit voilier l'été, il vivait à Port-Grimaud, dans un petit voilier assez modeste, garé, on dit pas garé pour un bateau, comment dire, stationné, amarré, pardon, merci Fabien, et où je dormais dans sa cabine. Enfin, on vivait jour et nuit ensemble, tu vois, pendant une dizaine de jours, et il m'a emmené dans cette fameuse baie des Canubiers qui est beaucoup photographiée dans le livre et dans cette série, et qui est aussi l'anse du fauvisme, ce qui m'a beaucoup intéressé en termes de couleurs. C'est là que Matisse a fait le fameux tableau Luxe, calme et volupté, qui est un dépassement du pointillisme. Et quelques temps après, il part à Collioure et il part dans le fauvisme, c'est-à-dire la couleur pure, cette espèce de sensualisme coloré quoi, très French, très français. Donc toute cette série est comme ça chargée de réminiscences, de guides un peu spirituels, dont les fauves. Dans cette série, on retrouve une héroïne qui se dessine depuis plusieurs années déjà, qui est ta compagne. Et il y a une nouvelle héroïne qui apparaît. Il y a même d'ailleurs sa couronne de fleurs qui est aussi exposée. Près d'un livre d'ailleurs. Quel est-il ce livre-là ? Je l'ai pris en photo tout à l'heure pour pas oublier de t'en parler. Et j'ai oublié. C'est La naissance du jour de Colette. Voilà. Alors quel lien avec la couronne de fleurs et ce projet, la Blue Movie ? Alors Colette vivait justement sur la baie des Canubiers. Ou des Canebiers ou des Canoubiers. Les Tropéziens disent Canubiers alors que c'est des Canebiers comme la Canebière à Marseille. Colette, vers l'âge de 50 ans, a acheté une maison qui s'appelait la Treille Muscat. Elle écrit ce livre qui s'appelle La naissance du jour, qui est très beau parce que c'est une sorte de questionnement sur les histoires d'amour. C'est un renoncement à l'amour. Elle imagine être sortie de toutes ces affaires qu'elle a eues toute sa vie, de toutes ces histoires d'amour. Mais finalement, non, il arrive une histoire et c'est très beau. Elle décrit très très précisément cette baie, l'atmosphère. Et j'ai sous-titré d'ailleurs le titre Blue Movie Bleu Mental. C'est une citation, une référence à Colette, qui appelait le bleu, ce fameux bleu, le bleu mental, parce qu'il pouvait tout autant vanter que pleuvoir. Le bleu est psychique pour elle, en Méditerranée et surtout à Saint-Tropez. Donc voilà, je l'ai mis dans l'expo. Et c'est pareil, c'est des clés de lecture. Il y a un petit tableau de Dufy aussi,
qui appartient au musée de l'Annonciade. Il y a un nu vu de dos que contemple ma femme, photographiée nue, elle aussi en train de regarder cette carte postale, une sorte de mise en abîme. Comme Delhi. Par rapport à ce que tu disais, oui, il y a l'apparition de ma fille Unica que je n'ai pas photographiée pendant des années. C'est sa maman qui l'a photographiée. J'ai voulu attendre qu'elle comprenne, comment dirais-je, ce que je faisais, qu'elle voit mes livres. Et là, elle a 5-6 ans. Et donc, j'ai commencé à la photographier. Elle a parfaitement joué le jeu. C'est aussi une manière d'aller là-bas, de la sortir de cette période terrible qui était le confinement. Parce qu'en fait, donc, la première fois que je vais à Saint-Tropez, c'est grâce à Christophe, qui me fait découvrir ce lieu où lui, gamin, à 17 ans, il chantait. Il y avait Vince Taylor, qui est une de mes autres fascinations, etc. Il campait, il me montrait les lieux où il dormait à 17-18 ans. Et puis, comment dirais-je, j'y suis retourné au moment, malheureusement, de sa mort. C'est-à-dire que c'est une longue histoire avec cette baie, avec ce lieu un peu mythique qui est Saint-Tropez. Et c'est passé par Christophe. En fait, on était donc complètement enfermés avec ma fille en bas âge dans le confinement. Et Audrey, le lendemain de la mort de Christophe, Audrey était la compagne maquilleuse de Chris. Elle était avec lui lors des dernières émissions avec Élodie Frégé, Laetitia Casta. Elle est descendue dans le sud parce qu'elle vit de là-bas. Ils se sont toujours retrouvés là-bas. Et Christophe, cela dit, multipliait parfois les compagnes, les relations. Par contre, c'est une très très longue amitié. Et on s'était rencontrés. Enfin, moi, je connaissais Audrey avant Christophe. Bon, on avait passé des super moments ensemble avec Audrey et Karine, qui est une journaliste qui bosse à Var Matin. Et quand j'ai fait la série Cavale, je sais pas si tu vois. Bien sûr, j'avais vu cette expo. Karine et Audrey m'ont dit il faut absolument faire quelque chose. Donc le lendemain de la mort de Christophe, on s'est appelé et elle m'a dit écoute, mes parents ne louent plus puisque tout est à l'arrêt, ne louent plus leur studio, venez, descendez. On a retrouvé tous les lieux où avec Chris on traînait, les bars, et régulièrement j'y suis retourné parce qu'elle a monté une petite galerie et je l'ai aidé. On a fait des premières expos ensemble. On a fait un hommage à Christophe aussi là-bas avec sa fille Lucie Bévilacqua, avec Marc Hurtado, un ami d'Alan Vega, Ange Léchia, etc. Très modeste, mais voilà, donc c'est comme ça qu'a commencé toute cette série. Et à chaque fois que j'allais là-bas, donc nous, ça nous sortait de Paris, on avait cette chance de découvrir ce lieu qui appartient aux milliardaires généralement, tu vois, c'est un peu envahi de milliardaires, c'est inaccessible pour des artistes comme nous, bien que historiquement, ça a été hanté par les Fauves, par Colette. Donc j'ai essayé de retrouver en plein confinement avec un Saint-Tropez un peu décharné, les bars fermés, un glam, le vrai Saint-Tropez, entre guillemets, l'esprit aussi des existentialistes, de Boris Vian, de La Ponche, de Bardot aussi. Bardot, la Madrague, qui est presque un camp de gitans pour moi. C'est très, très, très impressionnant. T'approches de la Madrague, ça roucoule, t'entends tous les animaux du monde. C'est une arche de Noé. C'est quelque chose de très fort. C'est pour ça que dans la préface, je parle de ça, d'une nuit pleine lune, qui va d'ailleurs vite disparaître parce qu'un orage menace. Et je marche, je raccompagne Audrey d'ailleurs. J'ai un ami qui habite juste à côté de la Madrague, qui a une toute petite maison très modeste, qui est très littéraire, où j'ai beaucoup photographié. Et un soir, il faisait un dîner. J'étais avec une amie, Audrey voulait rentrer. Et c'est un long chemin quand même, c'est le chemin littoral qui suit la baie. Et je la ramène à sa voiture et en revenant dans la nuit noire comme ça, avec le vent qui fouettait, je tombe nez à nez avec un énorme sanglier au pied de la Madrague. Donc il y a un truc comme ça très fort. C'est-à-dire qu'il y a aussi la nature. Il y a des photos de tempête. C'est pas un Saint-Tropez de carte postale. Il y a la tempête à Pamplonne, qui est un haut lieu où Vadim a tourné Dieu créa la femme. J'ai vu les parasols s'envoler, quoi. Donc il y a un côté comme ça aussi dans cette série là. C'est très présent. La pluie aussi.
Juste avant, j'avais fait un petit opus sur Saint-Tropez sous la pluie. J'ai vu la place des Lys sous un torrent d'orage, c'était très fort. Et j'ai ressenti très fortement les éléments et de la Méditerranée, les marins, les pêcheurs au petit matin. Parce que Christophe et Audrey avaient un petit pointu, qui est la barque historique de Saint-Tropez. Et parfois, quand la mer change, l'air de rien, ça a beau être la mer Méditerranée, ça peut être très fort. Et des fois, à 7h du matin, on prenait le pointu et les pêcheurs rentraient en ciré. Le ciel était noir, il bougeait en l'espace de 10 minutes. C'est très fort. J'ai une sensation du temps, de la météo aussi. C'est une série météorologique. Quel a été ton premier choc esthétique quand tu étais enfant ? Est-ce que c'est à travers les mots ? Est-ce que c'est à travers une image ? Est-ce que c'est à travers la peinture ? Qu'est-ce qui a été fédérateur et d'une certaine manière sans retour, quoi ? Qu'il y a un avant et un après, quoi. Tu me dis enfant Ou adolescent, enfin enfant, quand ce je me choc est rappelle arrivé, plus, quoi. je me souviens plus. Il y a eu quand même... mes parents m'avaient emmené à la fondation MACT, Giacometti, L'homme qui marche. Ça m'a vraiment touché énormément. Ce lieu, la fondation. Matisse avance. Et tu vois, je suis encore là-dedans, finalement. C'est des choses que j'ai vues à 12-13 ans. Et le fameux tableau du concert de Stahl, que j'ai vu à Antibes vers l'âge de 10 ans. Je me sentais tout petit face à cette grande toile rouge. Ça m'a déchiré de puissance solaire aussi. C'est quelque chose, ouais. Ce sud, je n'y allais, je suis né à Mâcon, qu'avec mon père et ma mère l'été. Et c'était toujours... ma mère était sous-bibliothécaire à Mâcon. Elle avait comment dirais-je... l'intelligence de m'emmener, de nous traîner dans les musées. Par exemple, le concert de Stahl à Antibes, qui est la seule toile, je crois, exposée, ça m'a vraiment marqué. C'est fauve aussi, d'ailleurs. C'est un tableau fauve. Voilà. Donc là, je suis un peu là-dedans. J'essaye un peu de les saluer dans les couleurs, dans la thématique aussi. Pourquoi il y a beaucoup de baigneuses ? Parce que les fauves ont peint les baigneuses, parce qu'ils voulaient... Si tu veux, les fauves, c'est une bande d'anarchistes qui a moins, etc., marqué, qui rêvaient d'un âge d'or. C'est pré-hippie, si tu veux, c'est pré-Woodstock. Et ces visions de baigneuses nues sur la baie des Canoubiers, où va vivre Colette, qui est aussi, d'une certaine façon, une femme libérée, où va ensuite vivre Brigitte Bardot, nue aussi. Cette libération, cette espèce de liberté, est contenu quoi dans le fauvisme pour moi, donc et donc dans les baigneuses qui sont dans leur tableau. Donc là il y a beaucoup de baigneuses. C'est une série chorale, il n'y a pas que ma femme et ma fille, il y a des copines, des amies, d'ailleurs tropéziennes, qu'on voit se baigner nues. Alors évidemment moi j'ai ressenti un tel enfermement à l'époque, dans cette société qui s'était contractée, renfermée, qui n'arrête pas de se refermer depuis, d'ailleurs, je parle de 2020, que voilà, j'ai voulu saluer ça, cette forme de liberté, d'insouciance et de corps libéré, de beauté des choses, de pureté aussi. Est-ce que tu parles de pureté, la première fois que tu as saisi un appareil photo ou qu'on t'a offert un appareil photo qui allait devenir un allié, un confident Ça, je le raconte dans Journal à rebours. Alors, c'est aussi mon rapport aux femmes, aux amoureuses de toute ma vie, qui dans mes livres sont présentes. C'est vrai que mon premier très grand amour était... elle faisait des études de théâtre. Et moi, je faisais de la BD où je peignais. J'étais un peu inspiré par la figuration libre. Robert Combat, Ricardo Mosner, tout ça. Et à un moment, elle me dit, tiens, elle me dit, bon, tu dessines, tu peins, est-ce que tu pourrais me photographier ? Et elle est allée acheter un appareil jetable. Elle avait tout organisé. Elle m'a emmené dans un décor de chantier, et puis elle a dit, vas-y, tu vas me photographier maintenant. C'était la première fois que j'utilisais l'appareil en dehors de photos de souvenirs de Noël, je sais pas quoi.
Et j'ai appuyé 1 fois, 2 fois, 3 fois. À un moment, elle a enlevé son pull. J'ai reculé de 2 mètres. J'ai dit waouh, c'est ça le rapport du photographe et de sa muse, ouais, ça. Et je le raconte dans le journal à rebours. Ça m'a un peu bouleversé, du coup je me suis dit mais c'est magique quand même. C'est un appareil magique. Après j'ai même cru, si tu veux, que même quand je photographiais certains lieux abstraits, des paysages, des arbres, je captais quelque chose de l'émotion de ces lieux ou du passé, de temps. De temps qui n'était pas passé, comme dirait Godard, de superposition, de strates temporales comme ça. J'ai longtemps cru à ça. Comme un bâton de sourcier, j'avais mon appareil. Puis après, ça m'a toujours aidé à rencontrer des gens. Par exemple, je sais pas, très récemment, Théo Acola, je lui ai proposé de faire des photos de lui. Et c'est quelqu'un que j'ai admiré dans mon adolescence. Pendant 10 ans, je le croisais sans Orchestre jamais oser Rouge. l'aborder. Ouais, Orchestre Rouge, Passion Fodder. Et puis là, je lui ai dit, bah tiens, tu serais d'accord? Il a dit, bien sûr, je serais honoré. Et on a passé une après-midi ensemble. Et voilà, et quand des femmes comme ça te demandent de les photographier, c'est quand même magique. Bon, moi, il y a beaucoup de rencontres qui sont faites comme ça aussi. L'amitié, Artistique ou ouais. amoureuse. L'amitié dans ta vie, parce que c'est pas rien quand même. Je pensais à ça en venant de la galerie Polka à ce bar, le Lutetia, là, rue de Dis pas, Bretagne. parce que c'est un des derniers endroits où on est peinard. Ah bon, alors Il n'est pas trop chic, Non, pas trop, bon. Mais je me disais finalement, quelle chance d'avoir pu côtoyer Christophe, d'avoir pu côtoyer Bernard, que je dis pas de bêtises, Ça, Bernard Plessu. Plossu, Jacques C'est Higelin. une des premières personnes à Ouais. qui j'ai écrit, Bernard Plessu. À 20 ans. Jacques Higelin, ouais, ça a été incroyable ça. Jacques s'est passé par la photo aussi. Parce que je lui disais, est-ce que je voudrais bien documenter, parce que Rodolphe Burger produisait son album, j'avais dit, Rodolphe, tu veux que je mémorise un peu ça, je vais filmer. Il m'a dit, demande à Jacques. J'ai dit à Higelin, bah voilà, je me présente, Nicolas Comment, je fais des photos, j'aimerais bien filmer l'enregistrement, je vous laisse des bouquins, quoi. On a dîné ensemble, c'est bien passé, et Jacques est allé se coucher. Le lendemain matin, il m'a dit, bah écoute, j'ai regardé les photos, c'est très bien, ça me va tout à fait. Puis j'ai lu les textes aussi, qui les accompagnaient, et ça m'a beaucoup plu également. Je cherche quelqu'un pour m'aider à finaliser les chansons. Donc tu seras mon scribe, si tu l'acceptes, et en échange, tu filmes tout ce que tu veux. Et tu photographies tout ce que tu veux. Et là, l'aventure a commencé avec Jacques. J'ai fini par faire une biographie quoi, de lui, ce qui est assez incroyable. Parce qu'après, je faisais ses notes de pochette aussi, donc quand il y avait des rééditions d'albums. Et tout est parti du fait que j'ai osé lui demander, un peu tout rouge, est-ce que je peux photographier voilà. La musique, c'est beaucoup lié à ça aussi, c'est que j'avais une commande de Barclay pour faire des photos de Yves Simon, dont j'adore le travail. Après avoir fait Higelin d'ailleurs, j'avais fait un film sur Higelin, qui était tombé dans les mains de Barclay, et ils m'ont dit mais on voudrait que tu fasses la même chose pour Bachung, et Alain venait je crois d'apprendre sa maladie, donc le chef de produit me dit, et Yves Simon, je dis mais je suis fan de Yves Simon. Donc Yves a beaucoup aimé mes photos et on s'est rencontrés comme ça. Mais la personne qui produisait l'album de Yves, c'était Jean-Louis Pierrot, à qui j'ai osé faire écouter une cassette et qui a flashé sur mes chansons, qui a produit mon premier EP. Donc tout se tient, quoi. Tout est hasardeux, tout est hasard. On est là pour parler photo, mais je m'aperçois que effectivement c'est quelque chose de constant dans ton travail et même dans les expositions photos d'ailleurs, c'est la présence de la littérature. Ouais, elle est là, elle est présente, tout est là. Il y a un peu la musique, il y a un peu la peinture, il y a la littérature. Moi, j'écris de plus en plus parce que j'ai longtemps cru que la photo pouvait se suffire à elle-même, qu'elle pouvait presque être une forme un peu comme ça, psychique, comme je te disais tout à l'heure, où en regardant une image, tu pouvais ressentir des sentiments, d'où aussi mon rapport à ça, à l'art qui provoque des sentiments. Je suis pas un conceptuel, je suis pas un photographe froid. Je veux déclencher une sensualité, quoi, une sensation.
Mais avec Instagram, le flow constant, j'ai eu l'impression que la photographie avait vraiment perdu de sa magie, le numérique aussi. Parce qu'avant, c'était difficile de faire une bonne image, mais même une bonne image ratée. Tu brûlais des films et tu en avais une sur une page de 36 qui avait cette force un peu mentale, un peu psychique, un peu qui m'intéresse. Après, le flow d'images, le fait de pouvoir faire 400 photos a tué un peu ce miracle, je trouve. Donc les textes sont arrivés petit à petit dans ce que je fais, et puis dans ma pratique musicale aussi. C'est-à-dire que j'ai eu cette commande du livre sur Higelin, d'un livre sur Higelin, d'une biographie que j'ai acceptée, j'ai écrit avec grand plaisir après son décès malheureusement, qui a déclenché une commande sur Dylan, j'ai fait un essai sur Dylan, qui a déclenché une commande régulière de la revue Novo où je tire le portrait de qui je veux quand je veux tous les 2-3 mois. Qu'on a réuni au bout de 2 ans sous la forme d'un livre qui s'appelle Chronique du temps qui passe, exercice d'admiration, qui est une sorte d'un peu de condensé de ces rencontres hasardeuses. Je raconte comment, voilà, toutes ces rencontres se font sur un fond de sincérité et de pur hasard. Et donc, la littérature est très présente parce que, par exemple, il y a Bernard Noël, notamment dans les portraits, donc Chronique du temps qui passe, qui est un poète avec qui j'ai énormément échangé à une époque, correspondu, qui m'a fasciné. Il y a Jean-Jacques Schul, dont j'adore le travail aussi, avec qui j'ai pas mal discuté longuement, dans des après-midi un peu malarméennes. Voilà, elle est là. Là, il y a Colette. Colette, dont j'admire le style rimbaldien à cette époque, 1928, naissance du jour. Elle a quelques pages. Parfois, ça ronronne, elle est comme un chat, quoi. Mais parfois, elle se transforme en une sorte de... Je sais même pas si elle se transforme. Il y a un oiseau, le chat devient oiseau, je sais pas, c'est un aigle même. C'est grandiose. Pour moi, certaines pages de Colette, de la naissance du jour, peut-être du pur et de l'impur, c'est du niveau de Rimbaud, quoi. C'est exceptionnel, magnifique. J'admire ça. C'est très rare. C'est cette littérature-là que j'aime. On a parlé un tout petit peu de cinéma tout à l'heure avec Roger Vadim. J'aimerais te citer une phrase d'un film qui a été écrit et tourné par un cinéaste polonais qui s'appelle Andrzej Żuławski, qui s'appelle La Note Bleue. C'est le dernier jour entre Chopin et Georges Sand. L'actrice s'appelle Marie-France Pizier, qui mourra de manière assez particulière, très mystérieuse. Enfin, en tout cas, il fait dire à Marie-France Pizier, qui joue dans les films de Rob Bouillet, absolument magnifique, qui joue qui fait Georges Sand, et il lui fait dire quand le ciel est vide et que ça m'a fait mal et que je comprends plus rien à rien. Toi, Nicolas, qu'est-ce que tu fais, qu'est-ce que tu écoutes quand la vie te traverse de cette façon-là? Un blues. D'ailleurs, le mot blues, c'est blues. La note bleue, c'est le blues, c'est la note du blues. C'est ça un peu. Donc là, c'est Blue Movie aussi. C'est aussi le blues du post-confinement, le blues de la mort de Christophe. C'est le bleu mental dont parle Colette aussi. C'est le blues, tout ça. Mais le blues, c'est une forme de bonheur aussi. Moi, je cultive la mélancolie. C'est là qu'on atteint des états poétiques. C'est pas en ricanant comme font les médias à la télévision ou sur France Inter. C'est pas ça. Je dirais que l'art, il est dans les interstices, dans des moments où justement on échappe à cette espèce d'idée de bonheur plat. De par ton travail, qu'il soit littéraire, photographique et autres, parce que musical aussi. Il y a un artiste qui s'appelle qui s'appelle Jean-Louis Bergère, qui a fait un dernier album avant de disparaître qui s'appelle Ce qui demeure, et que je trouve un titre magnifique, et j'aimerais te poser comme dernière question, puisque le temps file et que la vie va nous emmener ailleurs. Qu'est-ce qui va demeurer en toi? Oh là là, mais tu m'enterres là. Bah écoute, alors là, je sais pas. Je me pose vraiment pas la question. Sinon, je serais
serais déjà parmi les conserves. Je serais en train de me conserver. Je serais à la retraite. Je commençais à Mais quel penser à la souvenir durée tu de voudrais vie. garder de quelque chose? Est-ce que tu fais la Non, mais photo moi, comme un travail de mémoire ou Ouais. pour conserver une image? Pour chanter, exemple, pour chanter la beauté des choses, de la Ouais. vie. D'accord. Je trouve que la photo m'a appris à ouvrir les yeux. On marche, on trace, on a comme on dit, la tête dans le guidon. Et quand tu es photographe, tu apprends à errer, à méditer, à attendre une lumière, à regarder n'importe quoi, un bol, une branche, je sais pas, et tu commences à comprendre le monde. Moi, ça m'a aidé à comprendre ce monde très complexe, très violent, actuellement très sombre, très noir, très, très agressif. Ça m'a permis de le contempler et d'atteindre aux portes de la perception, tu vois, au Mexique ou dans des lieux, je crois, très forts aux lieux. Et la baie des Canubiers est une des portes de la perception, pour moi aussi fort que la Sierra Tarahumara, mais ça peut être des rues de Paris, comme Guy Debord par exemple. Vous savez ça, il y a des gens qui savent ça. Et les situationnistes avaient leur lieu. Parfois j'emmène des amis, et voilà, regarde cette rue, la rue du chat qui pêche, cette minuscule rue, tu vois. Et donc voilà, ça m'a appris ça. Jusqu'à quand peut-on voir ton exposition? Elle se termine le 13 juillet au soir, juste avant la fête nationale. Belle dernière date alors. Ouais. Bon bah merci Nicolas. Comment? Merci Et à bientôt. mon cher Fabien. Et à de très ces vite pour rendez-vous, une nouvelle expo et peut-être voir cette nouvelle héroïne qui vient d'entrer Ah oui, dans oui. ce monde. On m'en a parlé en me disant c'est elle qui éclaire toute la série. C'est vrai que Sans doute à cause de sa chevelure d'or. C'est elle l'âge d'or. elle tranche en tout cas dans l'exposition Ouais. en tout cas. Je voulais saluer l'enfance aussi comme Ouais. ça. Merci beaucoup Nicolas en tout cas. Ouais. À bientôt. Nous vous quittons avec la BO de Blue Movie de l'exposition de Nicolas Comment à la galerie Polka à Paris. Musique originale Laurent Lévesque, texte Nicolas Comment. Nous vous rappelons la double actualité de notre invité, son exposition photo et la sortie de son album Rose Planète. Entretien, prise de son, texte d'introduction Fabien Eck, musique Adrien Desarrojo, création visuelle A que l'art est belle, Stéphane Perrault, photo visuelle A que l'art est belle, Philippe Lévy. A que l'art est belle vous dit bonjour ou bonsoir et vous dit à bientôt. Un chanteur disparaît, une petite fille grandit. La société se contracte, l'espace se rétracte, le monde entier a rétréci. Ce sont les années blanches et les permis de circuler. Le lendemain de la disparition de Christophe, Audrey m'appelle. Demain, nous quitterons Paris. À Saint-Tropez, la vie même semble s'être retirée, comme la vague. Une petite bande d'artistes s'installe dans une maison abandonnée. Les amis se retrouvent sur la plage. Sur la mer flotte encore le petit fanion bleu de la liberté. Bleu mental. Une nuit de juillet, sur le chemin talqué de blanc de l'Estanier qui longe la plage des Canubiers. Une forme noire me barre la route, juste au niveau de la Madrague, la célèbre maison de Bibi. Il fait nuit noire, le vent s'est levé soudainement, les palmes fouettent le ciel comme si elles le griffaient. Deux yeux d'onyx me fixent sur le sentier. Je n'ai pas d'appareil photo sur moi, seulement un téléphone pour éclairer mes pas dans la nuit. Je l'éteins pour ne pas brusquer l'animal. Un
cartanier stoïque me barre la route. En face à face, et noir sur noir. Je songe au récit des chasseurs de mon enfance et recule lentement. J'écarte une brassée de canne pour me dissimuler et regarder la mer, tout à coup déchaînée. Le vent secoue ma chevelure, l'écume laiteuse des vagues lessive la nuit noire. Au loin, les lumières de la petite maison brillent dans la mer. Je respire profondément l'air iodé et me décide à reprendre mon chemin. Devant le portail de la maison de la plus belle femme du monde, le sentier littoral est comme une coulure de mercure sous la lumière de la lune. Le solitaire a disparu. La bête a déguerpi. Avons-nous rêvé notre vie? Avons-nous vécu dans un rêve? Le rêve d'âge d'or des peintres fauves? Prise à la naissance du jour et sous le zeppelin jaune du tableau de Matisse, luxe, calme et volupté, ces photographies sont pour moi comme les arrêts sur image d'un film jamais tourné. Blue Movie. Le film de notre vie rêvée. Un rêve movie. Bleu mental.